Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques ici à l'UQAM et je suis professeur au département de sciences politiques à la faculté de sciences politiques et de droit à l'UQAM également et je dirige l'Observatoire des conflits multidimensionnels à la chaire Raoul Dandurand. Pour rappel, l'Observatoire des conflits multidimensionnels, qu'on appelle l'OCM, on l'a créé en 2019 grâce à l'appui de la Banque nationale du Canada et il rassemble des chercheurs que vous allez entendre aujourd'hui, notamment des chercheurs québécois, canadiens. On a un réseau de chercheurs internationaux aussi qui s'intéressent aux transformations des conflictualités internationales et on concentre notre attention sur les conflictualités géoéconomiques en ce moment, les guerres commerciales, mais aussi l'effet des technologies numériques sur les rivalités stratégiques et géopolitiques mondiales, aussi la manière dont divers acteurs internationaux recourent à ces mêmes technologies numériques pour déstabiliser des États, fragiliser leur société, etc. Donc, les chercheurs qu'il y a autour de moi s'intéressent à toutes sortes de phénomènes, la désinformation, les cyberattaques, la cybersécurité, le cyberespionnage, l'ingérence politique et électorale, et j'en passe. Et on s'intéresse à la manière dont ces phénomènes affectent des pays comme les États-Unis, qui est plutôt mon cas, mais aussi des pays comme le Canada, comme vous allez le voir aujourd'hui, puisqu'on va vous présenter notre tout récent rapport qui porte sur les cyberincidents géopolitiques au Canada. Donc, c'est une activité aujourd'hui qui sert de rampe de lancement au lancement de ce rapport-là, rampe de lancement à ce rapport-là. On lance ce rapport-là, en gros, et on le fait paraître chaque année. C'est un rapport annuel qui porte sur ces thèmes-là. Vous allez voir que l'édition de cette année compte 25 pages. Tout ça est disponible en format libre, en format PDF aussi sur le site Internet de la chaire Raoul Dandurand au www.dandurand.uqam.ca. Et ce rapport-là, annuel, s'appuie au fond sur un travail de veille qu'on réalise presque au quotidien, mais on se rencontre chaque semaine aussi, toute l'équipe que vous voyez là, pour discuter de ce qu'on a observé. Et on a un répertoire, au fond, de cyberincidents canadiens grâce à ce travail de veille et aux informations publiques sur lesquelles on met la main grâce à nos recherches. On recense, on catégorise divers types de cyberincidents qui touchent le Canada. Et si vous regardez ce répertoire-là sur notre site Internet, encore une fois, vous verrez qu'il y a une base de données là, de maintenant 130, 140 à peu près cyberincidents géopolitiques qui ont touché le Canada depuis 2010. Donc, c'est pas exhaustif. Évidemment, on prétend pas qu'on a tout recensé. On travaille aussi avec des informations publiques. On n'a pas accès à des informations secrètes du gouvernement. Je pense que Simon va en parler un petit peu dans la conclusion, ce qui limite notre capacité d'action, notre capacité de recherche. Mais on travaille avec les données auxquelles on a accès. On a essayé de faire des demandes d'accès à l'information aussi dans certains cas pour bonifier cette base de données. Mais en tout cas, si elle vous intéresse, elle est disponible sur notre site. Et au fond, ce répertoire et nos travaux dans le cadre de ce rapport visent un certain nombre d'objectifs. On essaie de mieux définir le phénomène des cyberincidents géopolitiques et leurs conséquences pour le Canada. On essaie de contribuer au débat public sur ces questions-là et aider humblement, mais si c'est possible, pourquoi pas, les gouvernements, les gestionnaires, les gens d'affaires, les médias, le public canadien, québécois, à mieux comprendre ces phénomènes, à mieux distinguer aussi les types de cyberincidents qui touchent le Canada. Et si possible aussi, on peut contribuer au débat public sur les stratégies et les politiques canadiennes, québécoises aussi dans une certaine mesure, qui peuvent permettre de prévenir de nouveaux cyberincidents géopolitiques à l'avenir. Et on répertorie, comme je le disais tantôt, des cas concrets de cyberincidents géopolitiques qui ont touché le Canada au cours des dernières années. Et si vous faites des recherches là-dessus, si vous faites des études, un mémoire de maîtrise, une thèse sur ces questions-là, bien peut-être que ce répertoire-là, cette base de données pourrait vous être utile. Aujourd'hui, lors de cette table ronde, on va parler du dernier rapport qu'on a fait paraître et vous avez autour de moi la plupart des personnes qui ont contribué à l'édition 2025 de ce rapport. Je vais vous les présenter tout de suite, en fait. Et puis, ensuite, chacune de ces personnes va vous présenter un petit peu ce sur quoi elle a travaillé dans le cadre du rapport. Donc, tout d'abord, tout à gauche, il y a Alexis Rapin,
qui est chercheur en résidence à l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Il travaille notamment sur les transformations de la conflictualité, la cyberdéfense et les opérations d'influence. Et début 2023, il a témoigné sur les enjeux relatifs à la cyberdéfense du Canada devant le Comité permanent de la défense nationale de la Chambre des communes. Danny Gagné, qui est juste à ma droite, est docteur en sciences politiques, un diplômé de l'UQAM, chercheur en résidence également à notre observatoire. Et ses recherches portent entre autres sur la stratégie américaine de guerre par drone de combat et les manipulations de l'information à des fins géopolitiques. Je porte à votre attention aussi qu'on a des publications de l'OCM qui s'appellent les Chroniques des nouvelles conflictualités. Ça aussi, c'est disponible sur notre site Internet et Danny en a publié plusieurs au cours des dernières années. Je pense que je peux dire ça, et notamment sur les manipulations de l'information à des fins géopolitiques. Simon Hogg, à gauche, est professeur au département de sciences politiques de l'UQAM. Il a été embauché il y a quelques années et il est également chercheur en résidence à l'OCM, à la chaire Raoul Dandurand. Ses recherches à l'intersection des études de la technologie, de la culture et du pouvoir se penchent sur la sécurité et la guerre, le contrôle social et la démocratie dans les sociétés numérisées. Et ses plus récentes publications portent également sur l'utilisation des technologies numériques dans la guerre en Ukraine et le phénomène de résistance numérique que l'on peut observer dans le cadre de cette guerre-là. Marie Lamenche, à droite, est la chargée des affaires mondiales au Centre de Montréal sur la sécurité globale. Elle est membre associée à l'OCM et ses intérêts de recherche portent, entre autres, sur la désinformation genrée, l'extrémisme violent et la haine en ligne, les répressions transnationales et l'autoritarisme numérique également. Et vous allez voir, Marie et Fanny, que je vais vous présenter dans un instant, ont travaillé tout particulièrement sur les répressions transnationales et l'autoritarisme numérique et comment ça affecte certaines diasporas présentes en sol canadien. Fanny Tan est chercheure en résidence à l'OCM également. Elle est étudiante à la maîtrise en sciences politiques ici à l'UQAM. Elle a un baccalauréat en médias numériques de l'UQAM et un certificat en design de jeux vidéo de l'UQAT. Et vous la voyez régulièrement dans plusieurs médias ici au Québec. Elle commente toutes sortes de thèmes et d'enjeux reliés à la technologie et aux technologies numériques. Il y a aussi Laurence Michalski qui a contribué au rapport. Elle n'est pas présente aujourd'hui, malheureusement. Elle a eu un pépin, mais je tiens quand même à souligner sa contribution. Et pour celles et ceux qui la connaissent, vous savez qu'elle est candidate à la maîtrise en Sciences Po à l'UQAM également. Elle travaille, entre autres, sur les rivalités géoéconomiques entre les États-Unis et la Chine et la manière dont ces rivalités affectent le Canada. Charlotte Vincent, last but not the least, termine son stage à l'OCM en ce 1er mai. Donc, on la remercie d'avoir passé toute l'année avec nous à titre de stagiaire à l'OCM. Elle est finissante au baccalauréat en études internationales à l'Université de Montréal et elle s'intéresse à beaucoup de choses, aux enjeux de sécurité nationale et aux questions de maintien de la paix. Donc, merci à vous d'être là. On va tout de suite passer au menu principal. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, au fond, pour ce qui est du format de la table ronde, je vais lancer des questions à chacune d'entre vous. Vous pourrez présenter les grandes lignes de ce sur quoi vous avez travaillé dans le rapport, les principales conclusions de ce rapport-là. Maintenant, on va passer au vif du sujet, puis on va commencer avec toi, Alexis. Tu étais chargé de la partie plus générale du rapport, le big picture, comme on le dit souvent, où tu brosses un portrait de nos données pour l'année, nos données globales, ou en tout cas, le big picture, comme je le disais. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ce qu'on doit retenir de ce rapport-là de façon plus générale? Oui, alors, oui, on m'entend. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là, déjà pour commencer. Donc oui, on ouvre le rapport en fait sur un survol des grandes données qu'on a observées au fil de 2024, avec un petit peu aussi une prise de recul sur les évolutions de temps long, en fait, notamment exprimée à travers quelques chiffres. Et le premier de ces chiffres, ce serait 11, en fait. C'est-à-dire le total de cyberincidents qu'on a pu recenser publiquement l'année dernière. On disait, en fait, l'an passé que, bon an, mal an, on observe à peu près un cyberincident géopolitique par mois au Canada. Donc, on voit qu'on est resté pas mal sur ce rythme-là, en fait, très proche de cette fréquence-là. L'an dernier, donc 11 incidents pour 2024. Ça nous amène à un total de 125 comptabilisés depuis 2010, nos données remontent à 2010 pour le moment, ce qui est quand même pas rien, un total de 125. Ceci étant, tu l'as dit Fred, et on le redit chaque année, mais il faut toujours le souligner, c'est évidemment pas le nombre véritable. C'est le nombre qui est publicisé, qu'on peut établir sur la base de recherches en source ouverte.
Mais c'est à peu près certain qu'il y en a beaucoup plus que ça, en fait. Sauf que voilà, les organisations qui en sont victimes, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas forcément le souhait de communiquer sur ces incidents-là. Et donc, nous, humbles chercheurs, on peut pas les comptabiliser pour le moment. Pour le reste des données de base, j'ai envie de dire un petit peu... rien de bien nouveau sous le soleil. En fait, le tableau ressemble beaucoup à ce qu'il a pu être l'an dernier. Au niveau des types de cyberincidents, notamment, on a toujours une très claire prédominance du cyberespionnage, qui recouvre à peu près 60% du total de nos cas, je pense. Donc on parle évidemment d'espionnage traditionnel, qui est dirigé contre des entités gouvernementales. On parle aussi de vol de propriété intellectuelle, essentiellement contre le secteur privé, et aussi de surveillance électronique d'individus, en fait, notamment de la société civile. Je pense que Fanny et Marie nous en parleront tout à l'heure. Et le deuxième type d'incident le plus fréquent, c'est les manipulations de l'information, pardon. Donc des opérations numériques qui ont un objectif plus informationnel, typiquement des campagnes de désinformation sur les médias sociaux. Ce type d'action-là représente à peu près 18% de nos données. Et en fait, juste durant le mois d'avril dernier, en fait, les autorités fédérales canadiennes ont annoncé avoir repéré 2 campagnes d'influence chinoises dans le cadre des élections fédérales. L'une qui portait sur McCartney, je crois, et l'autre sur un candidat conservateur de l'Ontario, si je ne me trompe pas, qui se sont déployés en partie sur WeChat, en partie sur TikTok, en partie sur Facebook. Donc on voit que c'est des choses qui surviennent à intervalles réguliers. Mais on voit aussi que les techniques de propagande, si on veut, évoluent au fil des ans, notamment avec l'essor de l'IA générative, et je crois que Dany aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Un mot peut-être sur l'origine de ces cyberincidents, justement, d'où est-ce qu'ils proviennent le plus souvent. Là non plus, le tableau ne change pas beaucoup, en fait, d'une année à l'autre. On a toujours un quatuor de tête inamovible, c'est-à-dire la Chine, première sur le podium, suivi pas très loin derrière par la Russie, et puis ensuite l'Iran et la Corée du Nord. La Chine est à l'origine d'à peu près 30% des cas du répertoire, la Russie 25%, donc on voit qu'à eux deux, en fait, ils recouvrent déjà à peu près, plus de la moitié de nos incidents. Et les deux autres sont un petit peu moins actifs, 10% et 8% respectivement. En précisant peut-être ici qu'on parle d'origine géographique et pas forcément de responsabilité politique. Donc ce qu'on dit, c'est que, par exemple, 25% de nos cyberincidents ont été provoqués par un acteur installé en Russie, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont été attribués à l'État russe lui-même. Bien souvent, c'est le cas, évidemment, mais ce n'est pas le cas systématiquement, donc c'est important d'établir la nuance. Et peut-être pour terminer, du moment qu'on est sur la question des provenances géographiques, un fait intéressant à noter. Il y a un nouveau pays qui a fait son entrée dans notre liste des origines présumées en 2024. Donc un pays qu'on n'avait pas observé viser le Canada jusqu'ici et à qui un premier incident a été attribué en 2024, c'est Israël. L'été dernier, en fait, Meta et OpenAI, je crois, ont révélé qu'ils avaient repéré une campagne d'influence pro-Israël exploitant leurs plateformes respectives, dont l'audience cible était en bonne partie canadienne. Et une enquête du New York Times a révélé par la suite que c'est un ministère israélien, en fait, qui avait commandité cette campagne, essentiellement pour atténuer les critiques sur le conflit à Gaza. Donc on est bien en présence d'une activité étatique et ça fait en sorte qu'on a un pays supplémentaire qui rejoint notre liste de provenance cette année. Donc c'est pas mal ça le tableau. Donc si je résume à gros traits les données marquantes pour 2024, 11 cyberincidents géopolitiques recensés l'an dernier, un grand total de 125 depuis 2010, là-dedans un bon 60% de cyberespionnage, et sur les origines un classement qui bouge en fait peu ou pas, donc Chine, Russie, Iran, Corée du Nord, dans cet ordre-là. Merci beaucoup, Alexis. Et si vous regardez le rapport, vous voyez donc que la première partie porte effectivement sur le phénomène du cyberespionnage. Si vous lisez le rapport, ce qu'on explique, c'est que le cyberespionnage, comme Alexis l'a mentionné, c'est un phénomène répandu au Canada depuis de nombreuses années. C'est ce que notre répertoire démontre. Les activités de cyberespionnage consistent, comme on l'indique dans le rapport,
à obtenir par des moyens numériques de l'information sans l'accord préalable du détenteur de cette information, pour subtiliser des données, des renseignements sensibles pour les gouvernements, les entreprises ou encore les individus. On se souvient en 2016 aux États-Unis, durant la campagne présidentielle américaine, qu'il y a eu cyberespionnage des autorités démocrates. On a subtilisé des données qui ont fait mal paraître le parti et Hillary Clinton durant la campagne de 2016. Ce qu'on explique dans le document, c'est que le Canada n'est pas épargné et est également la cible de campagnes de cyberespionnage qui peuvent viser toutes sortes d'objectifs. Donc, c'est le type de cyberincident le plus fréquent dans notre base de données du répertoire de 2010-2025, comme Alexis le disait. Ça a été le cas aussi pour l'année 2024. Et en ce sens, nos données, nos observations rejoignent les conclusions du rapport Évaluation des cybermenaces nationales 2025-2026 du Centre canadien pour la cybersécurité, qui souligne entre autres que des pays comme la Chine, usual suspects, la Russie également, ont peut-être intérêt au cours des prochaines années à intensifier leurs activités de cyberespionnage contre le Canada. Donc, si on continue la lecture du rapport, le Centre canadien nous dit que la Chine utilise le cyberespionnage pour servir plusieurs objectifs de sa politique étrangère, vol de propriété intellectuelle, des entreprises, de secrets industriels. La Chine essaie aussi d'influencer l'opinion publique. On l'a vu lors d'élections canadiennes récentes, ou procède aussi à des activités de répression transnationale de groupes dont Marie et Fanny nous parleront dans un instant. Pour ce qui est de Moscou, je vous apprendrai rien en disant que Moscou perçoit le Canada comme une cible intéressante pour toutes sortes de raisons aussi, parce que le Canada est un pays membre de l'OTAN, mais aussi en raison du soutien du Canada à l'Ukraine. Donc, l'année 2024, je dirais, on est un peu dans la continuité par rapport à ce qu'on avait vu avant. Ce n'est pas une année qui fait exception à la règle. Et on a recensé au moins 5 campagnes de cyberespionnage. Évidemment, ceux qui ont accès à des données secrètes, des données sensibles, diraient qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais il faut voir le rapport comme un rapport qui permet de porter à votre attention des cas types, la manière dont ces campagnes-là peuvent se dérouler. Et ce sont des cas emblématiques, des exemples qui illustrent un phénomène qui est encore plus répandu que ça, évidemment, au Canada. Mais on en recense 5. Je donne quelques exemples. En janvier, des médias canadiens comme CBC et le National Post rapportaient qu'Affaires mondiales Canada avait été victime d'une importante brèche de données pendant plus d'1 mois qui avait permis à des pirates informatiques de consulter les courriels, voler les informations personnelles de fonctionnaires qui œuvrent pour ce ministère. 1 mois plus tard, un autre exemple, c'était la GRC qui révélait qu'une brèche informatique d'une ampleur alarmante avait été détectée dans ses systèmes, ce qui aurait compromis des données essentielles et menacé la sécurité de l'organisation. Et dans le rapport, au fond, dans cette partie, on tire 3 conclusions sur le phénomène du cyberespionnage au Canada. Premièrement, je le disais tantôt, le Canada n'est vraiment pas à l'abri de ça. C'est une réalité qui, en plus, est désormais bien ancrée dans le système international. La tendance de divers États à tirer parti des moyens numériques pour mener ces campagnes de cyberespionnage aussi, ça gagne en ampleur, la fréquence, la sophistication, les raisons aussi pour lesquelles on recourt à ça. Donc, c'est un phénomène qui est là pour rester. Deuxièmement, la diversité des auteurs, des cibles, des motifs des cyberincidents, je le disais. Et dans un monde où les intérêts d'Ottawa divergent considérablement avec ceux de gouvernements et de régimes qui dirigent la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran et l'Inde, on peut s'attendre à ce que les campagnes de désinformation gagnent en importance et en fréquence également ici. Et évidemment, ce qu'on dit, puis ça, Simon Hogg va en parler parce qu'il est l'auteur de la conclusion, c'est que tout ça soulève la question de la précarité de l'environnement dans lequel le Canada évolue aujourd'hui à l'échelle internationale, mais aussi de la capacité du Canada à prévenir des opérations comme celle-là, à les détecter, à les déjouer et à tirer aussi le son des attaques passées pour parfaire les stratégies de cyberdéfense canadiennes. On peut avoir parfois l'impression qu'il y a un flou entourant ces interventions-là, qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé, qu'on ne connaît pas vraiment la fréquence de ces interventions-là. Et c'est notamment dû au fait que le Canada ne partage pas beaucoup, évidemment, d'informations, les entreprises non plus, à propos de ce qui s'est passé. Puis on peut comprendre, ce sont des informations sensibles pour la sécurité nationale. Les entreprises ne veulent pas partager ces informations qui pourraient les faire mal paraître. Mais pour les chercheurs, ça reste quand même un défi. Et pour le débat public aussi, ça engendre une certaine limite. Voilà. Et Laurence et Charlotte
se sont penchés parce que dans le rapport, il y a une partie plus générale sur les types de cyberincidents en particulier et il y a des encadrés qui permettent d'aller un petit peu plus loin grâce à des études de cas. Et Laurence et Charlotte se sont penchés sur le cas de l'attaque de mars 2024 contre le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, le CANAF. Et Laurence est absente malheureusement, mais Charlotte, pourrais-tu nous rappeler un petit peu quel était ce cas-là, comment ça a affecté la sécurité nationale du Canada, comment l'agence a été visée, puis qu'est-ce qu'on peut retenir de cet événement-là? Oui, donc dans le fond, comme a expliqué Frédéric, le cyberespionnage, ça représente une menace pour la sécurité nationale du Canada, parce que ça pourrait permettre à des entités ennemies, adverses, de s'approprier certaines de ces informations critiques. Donc, des attaques comme celle qu'a connue le CANAF, entre mars et décembre 2024, ne sont pas à prendre à la légère. Même si le CANAF a affirmé qu'il n'y avait aucune donnée qui avait été compromise, ça a quand même duré une certaine période de temps où la sécurité des données ont quand même été remise en question. Donc, afin d'assurer l'intégrité de ces systèmes organisationnels et la confidentialité de ces renseignements, le CANAF avait temporairement suspendu son activité de déclaration en ligne. Or, celle-ci, on le sait, c'est une de ses activités les plus importantes. Plusieurs observateurs extérieurs ont noté que pendant cette brèche, il y a environ plus d'une dizaine de transactions suspectes qui ont passé sous le radar. À titre de comparaison, chaque année, le CANAF reçoit 20 millions de signalements d'opérations douteuses qui proviennent de plus de 30 000 sources distinctes comme des organisations d'application de la loi, des ministères gouvernementaux ou encore des membres du public qui, en fonction de la pertinence du signalement, ça va être communiqué aux forces de l'ordre ou à l'administration fiscale afin de prévenir divers crimes. Donc, bien que le CANAF n'a pas souhaité divulguer les tâches qu'ils n'avaient pas été capables d'accomplir pendant la période de temps, on peut se douter que les retombées ont été quand même assez considérables. Donc, en plus d'aider à la prévention des crimes fiscaux, le CANAF joue aussi un rôle essentiel à la lutte contre le terrorisme et dans les enquêtes liées à la protection des droits de la personne grâce aux informations qu'il obtient à la suite des opérations de blanchiment d'argent. Donc, dans le fond, quand il va y avoir une transaction douteuse, le CANAF va être capable de remonter jusqu'au criminel que celui-ci ait effectué des actes terroristes ou des actes qui violent les droits de la personne. D'ailleurs, on peut mentionner son rôle crucial relativement aux questions de lutte contre la traite de personnes humaines, à fin d'exploitation sexuelle et à des fins de travail forcé, contre les arnaques amoureuses ou encore contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Donc, on voit vraiment que c'est une agence c'est fondamental qu'elle reste opérationnelle pour assurer la sécurité des citoyens. Donc, à l'heure actuelle, l'origine de l'attaque n'a toujours pas été établie ou du moins ça n'a pas encore été annoncé publiquement. Donc, sans vouloir présumer l'identité des responsables de l'incident, c'est important de noter que les États cherchant à contrer des régimes de sanctions pourraient avoir un intérêt à conduire ce genre d'attaque. On peut tout de suite penser au bureau du département de la justice américain chargé de vérifier que les sanctions sont respectées, a été visé par un groupe de pirates liés à l'État chinois en janvier 2025. Donc, le fait que le CANAF collabore aussi étroitement avec des organes gouvernementaux qui sont similaires, donc qui sont responsables de détecter les crimes financiers ailleurs dans le monde, pourrait aussi expliquer pourquoi le CANAF a été visé. Donc, bref, cet événement-là montre l'ampleur des conséquences qu'un cyberincident pourrait provoquer, qui peuvent s'avérer quand même inquiétantes pour la sécurité canadienne. Merci beaucoup, Charlotte. Marie et Fanny, vous avez dans le rapport travaillé sur la répression transnationale numérique et lors de la publication du rapport final sur l'ingérence étrangère au Canada, la commissaire Marie-Josée Hogg a souligné que ce phénomène-là est un véritable fléau au Canada, l'une des formes les plus troublantes d'ingérence étrangère chez nous. Pouvez-vous, peut-être Marie, nous expliquer ce qu'on entend, qu'est-ce que c'est ce phénomène-là et qu'est-ce que ça nous dit sur le monde dans lequel on vit aussi sur le plan géopolitique et sur le plan l'importance des technologies numériques en relations internationales? La répression transnationale, c'est pas nécessairement quelque chose de nouveau. On le voyait déjà pendant la guerre froide. En fait, c'est un État étranger qui va menacer des membres de la diaspora ou des activistes qui habitent ici, par exemple, au Canada, en
simplement, par exemple, envoyant des personnes ici pour les surveiller. Mais ce qui est différent aujourd'hui, justement, c'est tous les outils numériques qui existent. Et donc, c'est vraiment... la répression transnationale reflète deux choses. D'une part, c'est les tensions géopolitiques actuelles et le déclin de la démocratie au niveau mondial, qui est toujours souligné par l'organisation Freedom House tous les ans. Et d'autre part, vraiment, l'utilisation par ces acteurs étatiques ainsi que leurs proxies, donc leurs mandataires locaux, l'utilisation de technologies de communication et d'autres technologies émergentes pour vraiment s'attaquer aux membres de la diaspora. Donc la mondialisation et les technologies sont maintenant vraiment intégrées aux techniques plus classiques. Au Canada, les pays les plus impliqués dans la répression transnationale, c'est vraiment la Chine, l'Iran, l'Inde, la Russie, mais il ne faut pas non plus ignorer des plus petits pays comme le Rwanda, qui, eux, sont particulièrement violents dans leurs attaques, mais aussi l'Azerbaïdjan de plus en plus et l'Éthiopie. Et c'est vrai que l'utilisation de ces technologies, c'est particulièrement utile parce que ça coûte moins cher que d'envoyer quelqu'un à l'étranger. Ça permet aussi c'est difficilement traçable. On ne sait pas vraiment qui est à l'origine du problème. Donc, ça pose la question de la responsabilité aussi. Et c'est vrai que les membres de la diaspora à qui moi je parle régulièrement, ils ont très peur de parler parce que leur vie est souvent en danger. On a vu avec l'assassinat d'un ressortissant indien au Canada qui était ici en 2023. Donc ça peut être vraiment dangereux. Donc je pense que c'est pour ça que parler de ce problème de plus en plus, et d'ailleurs le Canada va le mettre à l'agenda du G7 cette année, la répression transnationale de manière spécifique va être à l'agenda du G7 justement pour mettre en lumière ce problème-là. Merci Marie. Et Fanny, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets dont on parle dans le rapport, peut-être de la manière dont des régimes autoritaires dans le monde utilisent les technologies numériques pour surveiller et espionner les diasporas au Canada? Oui, absolument. Donc, on a un cas dans le rapport, dans le dernier rapport, mais on a plusieurs cas, par contre, dans les dernières années. Là, il faut regarder l'ensemble du répertoire. Mais le cas qui s'est passé, il y a un cas qui s'est passé en décembre 2024, donc de l'année passée, et c'était une campagne d'espionnage, de cyberespionnage, qui a été menée par un groupe lié à l'État chinois, à la Chine, que les chercheurs ont appelé Earth Minotaur. Et cette campagne de cyberespionnage, elle touchait des communautés tibétaines et ouïghours au Canada. Donc, le modus operandi de ce groupe-là, dans le fond, c'est qu'ils fabriquaient des messages frauduleux pour les envoyer dans des groupes de clavardage à l'intérieur de plateformes souvent utilisées par les diasporas asiatiques. Donc, on parle de WeChat et de WhatsApp. Et ces messages frauduleux-là, dans le fond, prétendaient être des nouvelles liées à l'actualité chinoise, des messages gouvernementaux qui émanaient du gouvernement chinois ou même des vidéos là, de danse, TikTok et tout ça. Et une fois que la personne, la victime, qui faisait donc partie des communautés dont je vous ai parlé, ouïghours et tibétaines, une fois que la victime cliquait sur le lien, bien, ça venait télécharger à son insu quelque chose qu'on appelle un kit d'exploitation. Dans ce cas-là, c'est un kit d'exploitation qui a été baptisé Moonshine par les chercheurs. Et ce kit d'exploitation implantait une porte dérobée, donc en anglais on dit un backdoor, ce qui a permis aux attaquants de voler plein de données, de surveiller premièrement les victimes en continu et de voler des données comme la liste de contacts, les messages textes et des données de localisation depuis le téléphone, les appareils des victimes. Donc c'est une campagne qui est extrêmement sophistiquée. C'est un outil qui est très sophistiqué. Ça fait longtemps qu'il existe. Ça fait quelques années qu'il existe cet outil-là, le kit d'exploitation Moonshine. Et les chercheurs voient qu'il est de plus en plus sophistiqué, qu'il est de moins en moins détectable sur les appareils des victimes. C'est une surveillance qui se fait en temps réel, en continu. Et récemment, il y a le Centre national de cybersécurité du Royaume-Uni qui a dévoilé des nouveaux détails techniques sur ce kit d'exploitation-là qui est utilisé contre les diasporas qui sont jugés problématiques par la Chine et qui disait que ce kit d'exploitation avait été trouvé à l'intérieur d'applications qui ciblaient directement ces groupes-là, dont une application qui s'appelait Audio Coran, qui visait, dans le fond, les communautés ouïghours. Et je pense que c'est important de se pencher sur ces cas-là qui sont peut-être moins... dont on discute moins dans les journaux parce qu'on
quand on parle d'ingérence étrangère, c'est beaucoup des cas très graves, là, comme tu as parlé, Marie, des cas de violence physique, d'assassinat carrément, mais il faut se rappeler que la grande majorité des cas de répression transnationale, ça se passe vraiment au niveau numérique, c'est vraiment tentaculaire comme sorte de répression. Je vais me permettre de faire un parallèle avec une autre cause pour laquelle je travaille, qui est la violence conjugale. Je travaille avec des victimes de violences technologiques dans un cadre de violence conjugale. Et même si la répression transnationale et la violence conjugale, on s'entend, c'est deux phénomènes très différents, mais je pense qu'il y a un peu cette similarité-là. On ne se rend pas compte de l'aspect, à quel point l'aspect numérique est tentaculaire. Et cette surveillance-là, qui est permise par les outils de plus en plus accessibles, elle est vraiment pervasive et elle a un effet extrêmement effrayant pour les communautés qui sont affectées 24 heures sur 24 avec ces menaces qui leur pèsent dessus, qui vient vraiment les chercher directement dans leur intimité numérique. Merci beaucoup, Fanny. Donc, cette partie du rapport, c'est la deuxième. Il y en a une troisième qui porte sur l'impact de l'intelligence artificielle générative sur les campagnes d'influence que certains acteurs mènent au Canada. Dani, tu étais responsable de cette partie-là. Peux-tu nous parler un petit peu de ce phénomène? C'est quoi? Comment ça affecte la société canadienne? Puis ensuite, je te lancerai sur peut-être le cas des influences électorales, enfin, ingérence électorale au Canada. Mais premièrement, quel est le phénomène de façon générale? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Donc, qu'est-ce qu'il y a à comprendre avec l'IA générative? Qu'est-ce qui se passe avec l'IA générative? On en parle de plus en plus. C'est certain que depuis 2021-2022, on a vraiment vu une accélération dans le développement de ces technologies-là. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord et avant tout pour les campagnes d'influence? D'abord, ça veut dire une augmentation considérable du volume. Donc, du volume de... Bon, je prends un exemple. Pour la campagne électorale américaine, de l'année dernière, je pense que... Je ne suis pas certain si c'était le FBI qui avançait ces chiffres-là, mais entre 30 à 35% du contenu qui n'est pas généré par des êtres humains. Donc, qui est généré par des robots conversationnels, donc des automates pilotés par l'intelligence artificielle, qui vont interagir avec des utilisateurs sur les médias sociaux. Donc, on réussit à déployer plus de personnes, qui ne sont pas des personnes, pour faire des campagnes d'influence. On a aussi un message qui est plus adapté, donc qui peut être adapté à plusieurs populations, parce que aussi, l'intelligence artificielle nous permet de parler dans plusieurs langues, d'être très bon dans plusieurs langues, d'être très crédible dans plusieurs langues. Et aussi, qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est certain aussi le développement des images fait par l'intelligence artificielle. Et là, on parle de plus en plus de visages qui vont être utilisés pour accompagner ces fameux robots conversationnels-là vont avoir un visage, et on se rend compte aussi que les visages sont de plus en plus crédibles. Donc, on a de plus en plus de volume. Et qu'est-ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'automatisation où on est rendu avec... C'est la firme NewsGuard qui nous disait qu'en 2024, il y avait à peu près environ 1150 sites Internet qui étaient entièrement ou partiellement ou entièrement contrôlé par une intelligence artificielle qui non seulement s'occupait du site, mais écrivait des articles que cette même intelligence artificielle-là publiait sur le site. Donc, une espèce d'organisme qui a une vie propre, qui crée de l'information et, bien sûr, qui sert à créer bien souvent de la désinformation. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de donner de plus en plus de fausses nouvelles, de donner de plus en plus de narratifs. Pourquoi on fait ça? Le côté aussi, l'espèce de côté... qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les gens, de plus en plus, délaissent les moteurs de recherche classiques, Google, par exemple, et vont de plus en plus utiliser l'intelligence artificielle, eux aussi, pour faire des recherches. Donc, je veux chercher quelque chose sur Google, au lieu de perdre 5 minutes, je vais taper ChatGPT, donne-moi la réponse à telle question, donne-moi des références, donne-moi des sites Internet. Le but, c'est de faire en sorte qu'avec l'IA générative, on crée beaucoup de contenu pour faire en sorte, en espérant que
l'intelligence artificielle à laquelle on va poser la question va aller se servir de cette information-là qui souvent est frauduleuse pour donner des réponses à la personne qui cherche une réponse honnête. Donc, créer de l'information massivement, plus convaincante, avec toujours de plus en plus l'impression de communiquer avec une personne réelle. Qu'est-ce qu'on a regardé dans le rapport? Bon, je regarde un peu. Alexis nous parlait du cas de Stoic. Donc, le Stoic, c'est une firme de PR, excusez-moi l'anglicisme, israélienne, qui a été payée par une branche du gouvernement israélien et qui opérait au Canada le site United Citizens of Canada et qui est un site qui propage sur les médias sociaux des campagnes donc contenu anti-musulman, contenu anti-immigration qui critique l'administration Trudeau. Et puis, qu'est-ce qu'on fait justement? C'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour créer du contenu, donc pour écrire les messages, pour créer des visages. Donc, beaucoup plus de contenu. Maintenant, le côté, peut-être, je ne sais pas si on peut dire le côté positif, c'est que pour l'instant, on ne voit pas nécessairement qu'il y a une influence majeure sur le comportement des gens. Donc, plus de volume, on entre plus souvent en communication avec ces choses-là sans le savoir. Est-ce que ça change notre façon d'agir? Est-ce que ça change notre façon de voter peut-être aux prochaines élections? Bon, on s'entend que c'est terminé. C'est dur à dire pour l'instant. Super, merci beaucoup. Et dans le rapport, tu abordes ce que les gouvernements, notamment le gouvernement du Canada, peut faire pour se protéger, en fait, contre ces phénomènes-là. Qu'est-ce que tu nous apprends dans le rapport là-dessus? En fait, c'est sûr que, comme tu le disais, Frédéric, on s'intéresse beaucoup au Canada. C'est un de nos... une de nos missions. Qu'est-ce que je remarque? Je vais y aller peut-être plus d'une remarque un peu plus générale sur ce que le Canada vit, parce que on l'a vu depuis quelques années. Bon, on parlait du rapport Hogg tantôt. On voit qu'il y a de plus en plus de désinformation. Les gens se posent de plus en plus de questions. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? En ce moment, il ne se passe pas énormément de choses. Il y a le projet de loi C-63 qui est en deuxième lecture, ou que la deuxième lecture est terminée, mais bref, qui n'est pas encore adopté. Le projet de loi C-63 se base sur, dans le fond, les préjudices en ligne. Donc, est-ce qu'il y a du contenu en ligne qui ont causé des préjudices? On regarde aussi, par exemple, bon, est-ce que c'est des publications qui font des dommages moraux, peu importe, aux personnes visées? On ne considère pas que la désinformation, c'est quelque chose qui cause un préjudice. On ne considère pas que c'est harmful, qu'ils nous disent là. Non. Si on va regarder le site en version anglaise, désolé encore une fois. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a personne qui a été blessé, il n'y a personne qui a été attaqué, mais reste que nos institutions sont attaquées. Donc, qu'est-ce que le Canada fait? Pour l'instant, il n'y a pas énormément. Comme je dis, il y a ce projet de loi-là, mais beaucoup s'entendent pour dire que ça ne va pas assez loin. Il y a un problème aussi qui nous guette, et là, c'est le côté aussi technologique. Le côté technologique qu'on ne contrôle pas. Bien sûr, on regarde l'intelligence artificielle, les créateurs sont souvent américains. Les créateurs se sont rapprochés aussi de Donald Trump suite à l'élection. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit des créateurs qui ne sont pas nécessairement intéressés, eux, à faire une régulation sur l'information qui circule sur leur plateforme. Donc, on regarde Meta récemment qui a décidé de plus faire la modération. En fait, la modération va se faire par les utilisateurs, par les membres de la communauté, qu'on les appelle. X, anciennement Twitter, fait la même chose avec l'arrivée d'Elon Musk. Donc, on voit de plus en plus qu'on se distancie, on prend un pas de recul et on laisse les membres s'occuper de ça. On est moins intéressé à intervenir. Qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même une concentration. Si on regarde juste Zuckerberg, Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads, je crois. Donc, on a de plus en plus de médias. On commence à se poser des questions. Coudon, est-ce qu'on n'est pas en train de voir une situation de monopole?
Et ces personnes-là se rapprochent du pouvoir aussi pour garder leur main mise sur le développement de la technologie. Il y avait le Paris AI Summit qui se déroule, je crois, cet été. J.D. Vance a dit les États-Unis ne sont pas intéressés à aller là. On n'est pas intéressés à de mettre des bâtons dans les roues des développeurs d'intelligence artificielle. C'est pas bon pour la business. Donc, on est dépendant de ces personnes-là aussi qui ne sont pas nécessairement intéressées elles-mêmes à agir. Donc, on peut faire notre bout de chemin, mais on a ces personnes-là qui sont des joueurs majeurs dans le processus politique qu'on ne contrôle pas et qui, eux, cherchent de moins en moins de barrières à leurs actions. Merci beaucoup. Merci, Danny. Alexis, dans la 4e partie du rapport, tu parles de l'enjeu des botnets et des infrastructures offensives en expliquant comment ils représentent un risque pour les entités canadiennes. Tu dis que les entités canadiennes peuvent être des victimes collatérales de cyberincidents géopolitiques en raison de l'existence de ces botnets et infrastructures offensives. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ce phénomène et comment ça nous affecte ici? Ouais, alors c'est peut-être pas un thème qui est le plus abordé ou le plus sexy quand on parle de cybersécurité sur la place publique, mais c'est quand même quelque chose qui me semblait important de discuter. Peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un botnet? Parce que c'est pas un terme tout à fait courant. Un botnet, c'est ce qu'on appelle parfois un réseau de machines zombies. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, si c'est une bonne désignation, mais c'est le terme qui s'est un petit peu répandu. Grosso modo, c'est un ensemble d'appareils, que ce soit des ordinateurs, des routeurs, des objets connectés, que des hackers ont réussi à infecter avec un virus et qu'ils sont capables de contrôler en partie à distance, un petit peu comme une armée de robots, si vous voulez. Et ça peut compter quelques centaines ou plusieurs dizaines de milliers de machines, dépendamment de comment les pirates ont procédé. Et surtout, c'est quelque chose qui est largement invisible. En fait, de prime abord, vous ne verrez pas en fait que votre appareil a été infecté. Le virus qui coordonne le botnet en fait est conçu pour masquer sa présence. Et les tâches qu'on va faire à votre appareil s'effectuent le plus souvent en coulisses, en fait, de manière imperceptible pour l'utilisateur moyen. Donc vous utiliserez votre machine comme d'habitude, sans vous rendre compte qu'il y a des applications en fait, qui sont ouvertes dans le background et qui sont en train de faire des choses un peu louches à votre insu. Or, à quoi ça sert un botnet ? Ça peut remplir différentes fonctions, mais c'est souvent utilisé pour mener ce qu'on appelle les attaques par déni de service. Donc, c'est-à-dire des attaques le plus souvent contre un site web qu'on va surcharger de requêtes pour le faire crasher. Pour faire une analogie, c'est un petit peu comme un tableau électrique en fait, auquel vous raccorderiez trop d'appareils en même temps. Et du coup, vous venez le surcharger en fait, et ça fait sauter les plombs. Grosso modo, c'est un peu ça le principe ici. Maintenant, les botnets, c'est clairement pas quelque chose de nouveau. Hein. Les groupes cybercriminels en utilisent depuis bien longtemps. Par contre, on a décidé d'en parler cette année parce que on commence à voir des acteurs étatiques en fait, en constitué de très gros, y compris au Canada. Et c'est un cas que je détaille dans le chapitre en fait. L'an dernier, les pays des Five Eyes, donc cette alliance de renseignement donc des pays anglo-saxons dont le Canada fait partie, les pays des Five Eyes ont par exemple démantelé conjointement un botnet qui avait été assemblé par un groupe de pirates étatiques chinois et qui comptait quelque chose comme 250 000 appareils connectés, dont plus de 9 000 appartenaient à des entités canadiennes. Et avant ça, en 2022, si je me souviens bien, on avait vu un autre groupe affilié au renseignement militaire russe qui avait assemblé un botnet de routeurs, cette fois-ci, dans différents pays, y compris le Canada. Donc on voit que c'est des choses qui commencent à se faire de la main d'acteurs étatiques au Canada. Or, qui détenait ces appareils infectés ? C'est là que ça devient intéressant, en fait. Grosso modo, monsieur et madame tout le monde. C'était parfois des petites entreprises, parfois des particuliers. Dans d'autres cas, dans le passé, c'était des petites municipalités, des institutions scolaires, des organes associatifs. Donc, autrement dit, vous et moi, pour le dire simplement. La nuance à bien saisir, c'est que, et c'est pour ça en fait que j'ai parlé de victimes collatérales dans le rapport,
c'est que tous les gens qui détiennent ces appareils ou qui détenaient ces appareils n'étaient pas la cible finale des hackers russes ou chinois. C'était pas contre eux qu'on voulait lancer une cyberattaque, mais leur appareil, par contre, était utilisé contre leur gré dans le but de mener des attaques contre d'autres entités. Et l'analogie que j'utilise dans le chapitre pour expliquer un petit peu ce phénomène, c'est que c'est comme si des cambrioleurs vous volaient votre voiture la nuit pour aller commettre des cambriolages et vous la ramenez le matin, ni vu ni connu, en fait. C'est pas vous qu'on a cambriolé, mais on a utilisé votre véhicule à votre insu pour aller commettre des cambriolages contre quelqu'un d'autre pendant la nuit. Or, l'autre chose à bien saisir, c'est que ces victimes collatérales, en fait, elles sont pas totalement choisies au hasard. Il y a généralement deux dénominateurs communs, si on veut, qui en font des cibles intermédiaires. D'une part, c'est des entités qui ont peu de ressources et peu d'expertise en cybersécurité. Et d'autre part, c'est généralement des gens qui utilisent des appareils soit bon marché, soit un peu vieillissants. Donc, qui sont soit assez peu protégés à l'origine, soit qui sont plus mis à jour. Et du coup, ça fait en sorte que les pirates, en fait, peuvent se les approprier très facilement. Pour poursuivre l'analogie, ça veut dire que c'est des gens dont la portière de voiture est facile à forcer, si on veut. Et ça nous amène à un autre enjeu majeur, qui est actuellement le grand moteur de la problématique des botnets, c'est l'essor de l'Internet des objets. La caméra connectée que vous installez sur votre perron ou dans votre voiture, la machine à café intelligente que vous avez installée dans votre cuisine, toutes ces choses sont connectées à Internet, ont souvent reçu peu de protection contre le piratage et en définitive viennent accroître en fait la surface d'attaque qu'est à la disposition des pirates. Donc c'est des appareils qui sont plus faciles à zombifier, pour utiliser le terme, plus faciles à exploiter à votre insu. Or, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, chaque jour il y a des millions de bébelles connectées qui s'ajoutent à l'Internet global et qui représentent des cibles parfaites en fait pour les pirates qui cherchent à se construire des botnets. Un exemple, Mirai, qui est, sauf erreur, le plus gros botnet criminel qu'on a répertorié à ce jour, comptait à son pic d'activité plusieurs centaines de milliers d'appareils infectés. Et c'était en très grande majorité des petites caméras connectées qui étaient détenues par des particuliers. La petite caméra connectée que vous avez devant chez vous pour le livreur Amazon, dans votre salon pour regarder ce que fait votre chat ou votre chien. C'est ces trucs-là, en fait, qui étaient on va dire, la colonne vertébrale de Mirai. Or, le réseau Mirai a occasionné, à travers différentes activités, et notamment des attaques par déni de service, des millions de dollars de dégâts, parce que il a existé pendant plusieurs années, je crois même qu'il n'est pas tout à fait mort à ce jour, et ça a occasionné des millions et des millions de dollars de dégâts. Donc, en résumé, on a un peu un problème de sécurité collective qui pointe à l'horizon, parce que voilà, les botnets peuvent causer toutes sortes de méfaits. Du fait de l'essor de l'Internet des objets, ils sont de plus en plus faciles à assembler, y compris pour des acteurs étatiques. Et sans être des victimes directes, il y a énormément de gens en fait, ou d'organisations qui peuvent se retrouver concernés par cet enjeu. Et c'est là-dessus que je voulais attirer l'attention avec ce chapitre. Merci beaucoup, Alexis. Reste la conclusion du rapport. Et on le dit à plusieurs reprises là, depuis le début de la table ronde. Un de nos défis, c'est l'accès à l'information. C'est de disposer des informations publiques nombreuses, précises, qui nous permettraient d'alimenter encore davantage ce répertoire-là. Et en conclusion, Simon, tu t'interroges un peu là-dessus en te demandant si nos gouvernements partagent beaucoup, suffisamment, plus que d'autres gouvernements comparables, des informations sur ces cyberincidents géopolitiques au Canada, en demandant si le public est suffisamment informé, bien informé de l'existence de ces phénomènes-là. Qu'est-ce que tu nous dis dans la conclusion à ce propos? Rapidement, en un mot, la réponse, c'est non. Le public n'est pas assez informé et les gouvernements n'en font pas assez. Et en fait, je pars du paradoxe que, d'une certaine façon, comme Alexis, tu as dit, bon an, mal an, on répertorie un cas de cyberincident par mois au Canada. Donc, on pourrait voir une certaine stabilité, stagnation, dépendamment de si on veut, comment on veut regarder la situation. Mais en même temps que l'on constate ça, lorsqu'on regarde le reste du monde, lorsqu'on lit les rapports, par exemple, du Centre canadien sur la cybersécurité, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a un essor.
et le Centre canadien de cybersécurité le dit très, très, très clairement. Nous sommes dans un contexte, un environnement de plus en plus agressif et nous faisons face à une forte augmentation du nombre et de la gravité des cyberincidents, dont plusieurs ciblent nos services essentiels. Donc ça, c'est Dixit, là, c'est une citation du rapport. Comment rejoindre les deux? Eh bien, mon avis, c'est que le gouvernement ne nous partage pas assez d'informations. Et d'une certaine façon, je suis pas le seul à le partager. Donc, une autre personne avec le nom de famille Hogg, mais à qui j'ai aucun lien de parenté, donc la commissaire de la Commission sur l'ingérence étrangère, avait présenté le Canada comme un très mauvais communicateur. Et je pense qu'on peut dire la même chose de façon générale, pas uniquement pour la désinformation, mais pour les cyberincidents. Tous les communiqués qu'ils nous partagent sont souvent très, très laconiques. Nous vous apprenons qu'il y a eu un cyberincident A, B, C, D, mais essentiellement, nous n'avons aucune information de fond sur ce qui s'est réellement passé comme cyberincident. Ceux qui vont venir nous donner les informations, les détails, nous démontrer, nous fournir une preuve que ça s'est bien fait, en fait, ce sont des entreprises privées, des acteurs privés de la société civile, des entreprises, tu as parlé de Meta, en fait, on a parlé de Meta, des grands joueurs de la cybersécurité qui, elles, vont venir nous informer. Mais le gouvernement, lui, ne nous dit rien. Pourquoi? Ben, d'une certaine façon, si on voulait être positif, vous verrez que je ne suis pas tellement, mais si on voulait être optimiste, on pourrait dire, en fait, il y a une répartition des tâches. Donc, le gouvernement nous l'apprend de façon très, très générale et le privé nous dit en détail qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, c'est une vision un peu simpliste. Parce que on fait plutôt affaire à un dédouanement des tâches du gouvernement. Parce qu'en transposant la responsabilité vers un acteur privé, ben, le gouvernement se dédouane lui-même d'avoir à assumer cette responsabilité-là d'information, de partage, de mise en garde envers le public. Et ça a des conséquences. La première conséquence est la plus évidente pour nous tous ici, c'est que c'est difficile de faire la recherche, de connaître de façon plus approfondie qu'est-ce qui se passe sur cet enjeu-là, perçu comme une menace existentielle, tant au niveau de l'ingérence qu'au niveau des attaques auprès des infrastructures critiques. Mais ça contribue aussi à alimenter la méfiance envers le public. Parce qu'on demande au public de croire le gouvernement sur parole. On fait un argument d'autorité. On dit « Ottawa a raison, écoutez ce qu'il dit ». Mais n'essayez pas de comprendre pourquoi. N'essayez pas de découvrir les preuves qui nous ont permis de faire ce constat-là. Donc, dans un climat particulièrement sensible comme celui dans lequel nous vivons actuellement, où la méfiance, où la confiance envers le gouvernement est à son plus bas et à l'inverse, la méfiance est de plus en plus importante, bien, on se retrouve à se tirer dans le pied, finalement, à demander à des personnes qui ne font plus confiance au gouvernement de leur faire confiance de façon aveugle. Il y a différents cas exemples que le gouvernement aurait pu mobiliser pour montrer sa transparence. Je vous laisse les découvrir dans le rapport. Mais essentiellement, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que ce que ça laisse entendre, et peut-être que c'est une mauvaise impression, que le gouvernement devrait corriger à ce moment-là. Mais ce que ça laisse entendre, c'est que le gouvernement ne fait pas confiance au public. Comme s'il n'était pas assez intelligent pour comprendre la situation qui se passait, pour décoder par lui-même et en arriver à des conclusions similaires que celles qui ont été tirées par le gouvernement. Et je vais encore en appeler ici à la commissaire Hogg, qui avait très bien dit dans son rapport, en appelant elle aussi à une plus grande transparence du gouvernement canadien. Elle disait « L'expérience de la commission démontre qu'il est possible de rendre public beaucoup d'informations sans porter préjudice à la sécurité nationale. Ça vaut pour l'information, pour l'ingérence étrangère, et ça devrait valoir également pour les cyberincidents de façon générale. » Merci, Simon. Et dernière question. Il y a eu des élections fédérales au Canada il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce qu'il y a à dire à propos de ces élections-là, sachant qu'il y a eu des cas d'ingérence dans le passé? Qu'est-ce qu'on a observé? Bien, évidemment, c'est préliminaire, mais qu'est-ce qu'on a observé? Est-ce qu'on a tiré des leçons de ce qu'on a déjà vécu dans le passé? Oui, quand même. Plus optimiste. Je suis plus optimiste cette fois-ci. J'étais pessimiste, mais quand même, il faut faire un petit peu de nuance. Non, oui, le gouvernement a appris.
Il a fait des choses, mais je pense qu'il faut mettre un gros « mais », très, très important, et le souligner à fort trait. D'abord, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures ou a renforcé des mesures qu'il avait déjà installées. Il a accru la surveillance, entre autres par ces deux grands groupes responsables. Le premier, le groupe de travail sur les menaces à la sécurité et au renseignement, le MSRE, ou connu sous l'acronyme anglophone, le SITE, le SITE. Accru le partenariat, renforcé le partenariat sur le protocole public sur les incidents électoraux majeurs. Donc, premier travail, renforcement de la surveillance. Deuxième mesure, un renforcement de la communication. Donc, un petit peu plus de transparence. Hein. On n'est pas encore tout à fait là, à mon avis, mais il y a quand même un travail qui a été fait. Le MSRA a fait une conférence de presse hebdomadaire, donc pour nous faire un topo général sur ce qui se passait. Elle a fait aussi 2 annonces de menaces que tu as mentionnées plus tôt, Alexis. C'est une première. Hein, c'est une première, donc c'est à signaler comme étant quelque chose de bien. Le gouvernement aussi a changé la loi sur instauré une loi sur l'ingérence étrangère juste avant les élections, qui oblige tous les acteurs étrangers à s'enregistrer comme étant des influenceurs, des lobbyistes pour un acteur étranger. Il a accru ses partenariats avec la société civile et il a mis en place des protections pour les citoyens qui se sentiraient, les électeurs qui se sentiraient touchés par des cas d'ingérence et pour les candidats, donc qui pourraient également se sentir touchés. Donc, c'est positif, des mesures qui ont été mises en place. Maintenant, un peu de nuance, un peu de critique, le « mais ». Mais c'est que toutes ces mesures-là ont été mises dans un contexte, en fait, très, très difficile. Le premier, c'est que les élections se sont déroulées très, très peu de temps après le rapport de la Commission sur l'ingérence étrangère, donc ce qui a laissé pratiquement en pratique aucun temps de mise en place de nouvelles mesures telles que proposées dans le rapport. Dans le fond, on a fait un rapport qu'on a de façon pratique tabletté. On espère qu'on va le ressortir de la tablette pour pouvoir faire quelque chose avec. L'autre mais, c'est que la fin de la législature a fait disparaître une loi qui était en cours de se faire adopter, qui était la loi que tu as mentionnée, Dany, sur les préjudices en ligne. Donc, qui n'aurait pas résolu tous les problèmes, mais qui aurait pu renforcer, d'une certaine façon, le contrôle contre l'ingérence étrangère. Donc, un contexte difficile. Dans tout ça, est-ce qu'il a appris? Oui, il a appris. Donc, recitons les 2 exemples d'annonces que le gouvernement a faites, comme quoi il y a eu des preuves d'ingérence étrangère. C'est important de le rappeler. Le MSRE avait déjà fait une sortie dans la campagne à la chefferie du Parti libéral quand Chrystia Freeland a été ciblée par le gouvernement chinois. Elle l'a refait le 7 avril pour dénoncer la campagne sur WeChat, le 21 avril pour dénoncer la campagne de salissage contre le candidat conservateur Joey Tai. Donc, elle l'a fait. 3 fois ou 2 fois dans le contexte électoral, c'est mieux que rien. Mais on peut aussi poser la question, qu'est-ce qu'elle n'a pas appris? Et je pense que ça, c'est le plus important. Et ce qu'elle n'a pas appris, c'est que la protection du processus démocratique repose sur une consolidation de l'écosystème médiatique qui est beaucoup plus large que le contexte électoral. D'abord, la méfiance et le salissage ne se limitent pas à la période électorale. La période électorale, c'est 45 jours à peu près. Ce sentiment de méfiance-là se bâtit 365 jours par année. Les acteurs sont actifs, ils distribuent de l'information, ils minent la confiance du public envers le Canada, envers les institutions, toujours, en tout temps. Il faut trouver une façon de réfléchir la consolidation de notre écosystème des médias, sur une période de temps qui est beaucoup, beaucoup plus grande. L'autre chose qu'elle n'a pas appris, c'est en lien avec l'attribution, l'obligation d'identifier l'ennemi. Par la loi, l'ingérence étrangère, elle est faite par des acteurs qui sont étrangers. Mais c'est de plus en plus difficile en ligne d'être capable d'identifier qui est étranger. À partir de quel moment tu relèves vraiment de l'État, tu étais dans un État étranger, ou qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et qui viennent limiter, en fait, cette obligation-là auto-imposée vient limiter nos capacités d'agir pour consolider notre écosystème.
médiatique qui est à la base, en fait, de notre démocratie. Autre chose qu'elle n'a pas apprise, c'est de reposer sur les plateformes numériques, demander aux plateformes numériques de s'auto-réglementer ou de s'auto-réguler. En fait, on l'a constaté depuis plusieurs années que c'est un échec et on continue encore de reposer sur eux pour le faire. Et si le passé est garant du futur, il y a de fortes chances que ça continue à être un échec. Enfin, une chose qu'elle pourrait regarder pour le futur, et je vais m'arrêter sur les 2 derniers points très, très, très rapidement parce que là, je sais que je m'emballe. Je le réalise, mais je ne suis pas capable de m'arrêter. Le premier, c'est que de plus en plus la conversation politique, en particulier pour les diasporas et les groupes minoritaires, sont en train de se déplacer à l'intérieur de l'écosystème des plateformes. Avant, ça se faisait dans des plateformes ouvertes. Pensons Instagram, pensons Facebook, pensons Twitter. Et de plus en plus, les groupes minoritaires, diasporas, réalisent leur situation minoritaire et se déplacent leur communication politique vers des plateformes fermées. Et ça va poser un véritable problème de surveillance, de monitoring et d'action pour le gouvernement canadien. Et le dernier point que je voudrais soulever, c'est un point de philosophie pour nous tous, pour le laisser réfléchir en ce jeudi après-midi. Sommes-nous obligés d'embarquer dans le motto de la vitesse, l'obsession de la vitesse et de la définition de la liberté d'expression libertarienne qui est imposée par les plateformes numériques? Sommes-nous obligés de s'inscrire, d'accepter ces normes-là culturelles dans notre réflexion sur le contrôle, la gouvernance de l'information au Canada? Merci beaucoup, Simon. La question est posée et il faut y penser à celle-là. Merci beaucoup. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à la table ronde. Je vous rappelle que notre rapport est disponible sur le site Internet de la chaire Raoul Dandurand. Je remercie encore une fois la Banque nationale du Canada d'appuyer nos travaux, l'équipe administrative de la chaire, Louis Collerette, Françoise Conéa et Daphné Saint-Louis Ventura, qui nous aident à organiser tous ces beaux événements. Je remercie aussi Laurence Michalski, qui était en plus de faire des recherches avec nous, notre coordonnatrice à l'OCM cette année. Et je le disais tout à l'heure, Charlotte termine un stage avec nous au bac et on était très contents de l'accueillir cette année. Et je la remercie d'avoir participé à nos recherches. Elle est notre employée de la semaine et les applaudissements lui sont destinés. Et sinon, restez à l'affût de nos prochains événements, consultez notre site Internet et tout ça. On va prendre une petite pause à un moment donné, mais on va revenir en force à l'automne après tout ça. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite un bon après-midi. À bientôt.